perte de lisibilité réelle. Mais, alors, il y a eu un peu... nous a posé légitimement la question de savoir qu'est-ce qu'on avait fait comme moment du nettoyage. Est-ce qu'il n'y avait pas eu justement un problème de perte de matière si on avait à raser les surfaces? Alors, je vous montre cette photo parce que, voilà, la précédente, vous voyez apparaître sur le bouchon de restauration un certain nombre de traits. Ces traits, ils sont au crayon, gras sans doute, et ils vont tirer un certain nombre de lignes pour essayer de redonner une continuité dans le décor. Le précédent restaurateur, celui qui a mis le bouchon, n'a pas regardé, consulté. Par contre, il a essayé d'aider le spectateur à imaginer quelle était la continuité. C'est des choses qu'on retrouve. C'est des choses qui sont extrêmement ténues. C'est des choses qui, si le traitement, le nettoyage avait été agressif, auraient évidemment totalement disparu. Même chose pour... Alors, sur cette œuvre, vous avez la gauche, à gauche. Vous vous souvenez, c'est celle dont il manque un bout, c'est madame, qui est plus grande que monsieur. Voilà ce qu'on retrouve dans les fonds du col, de la polychromie. On retrouve des traces de polychromie. On retrouve du rouge, très nettement. On devine un peu, vous sentez une petite tonalité légèrement rose, mais qu'on avait perdu et qu'on retrouve. Là aussi, nettoyage par micro-abrasion, micro-sablage. Le terme micro-abrasion me rebute un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on a abrasé la surface, qu'on a gravé la surface. C'est pas le cas. Encore une fois, si on avait réellement abrasé la surface, on n'aurait pas retrouvé ces choses-là. C'est des traces qui auraient totalement disparu. Le sablage qu'on voit sur les façades d'immeubles, on a plus de 10 bars. Nous, on utilise des pressions qui sont de l'ordre de 0,5 bar, 1 bar. C'est un souffle d'air. On tient la main devant l'appareil. Le clair tonsuré, je reviens, on voyait tout à l'heure. Alors, l'aspect esthétique, nettoyage, aspect esthétique. Déjà, le problème des squamations. On a cet aspect un peu, voilà, des taches blanches sur un fond qui est tout à fait magnifique. Le dessin est très lisible. Ceci étant dit, ces taches blanches sont un peu perturbantes. Alors, quand on regarde le visage du clair, qu'est-ce qu'on voit? On voit de côté, voilà, il y a des lacunes, puis on a une sur le clair qui est un peu blanc. Ça nous attire de... Voilà ce qu'on en fait. Une retouche. Les lacunes blanches à gauche. Voilà. On a un petit disons un lait chaud, très léger, pigmenté, qui permet de casser cet aspect très blanc. Alors on ne masque pas le vieillissement, on ne masque pas l'histoire, on ne masque pas la dégradation. On a juste estompé le contraste pour restituer la visibilité. Voilà. On n'a pas fait du neuf. On aide juste le regard à apprécier le dessin. Encore une fois, le niveau d'intervention, il est très subjectif. Et là aussi, ça a fait l'objet de discussions. Discussion avec discussion avec Mme Maillet, discussion avec M. Pitiot, le conservateur des monuments historiques, pour définir qu'est-ce qu'on avait touché, le niveau de retouche. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu masquer un peu plus, retrouver quasiment la même tonalité. On a décidé de s'arrêter là. Mais cette intervention esthétique fait l'objet d'une discussion. Je reviens c'est double fèvre, d'un côté droit, deuxième, en rentrant.
donc qui a servi de pierre d'autel. Voilà l'œuvre avant le traitement. Voilà après restauration. Là aussi, réintégration, colorée, légère, sur les auréoles résiduelles et sur le bouchon qui, somme toute, constituait une espèce de tache quand même. On reparlera de ce qu'il y a en bas tout à l'heure. Toujours la retouche. Alors, Mathieu Touchard, première à droite en rentrant. Diminution des contrastes. Alors là, on a une gravure qui est encore relativement lisible avant restauration. Après restauration, on a rehaussé légèrement. Alors, vous voyez là aussi de la couleur qui ressort, on ne le voyait pas avant. On a légèrement retouché le fond, ici à peine, parce que, encore une fois, la gravure était assez prononcée pour que le crâne reste très visible, mais plus sur le côté gauche, où on avait quelque chose de presque... on a un relief qui est presque effacé, qui est submillimétrique. Voilà, on a foncé les fonds, ceux qui étaient normalement en creux, donc plus dans l'ombre, avec un lavis, de l'eau et des pigments. Pavillon. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement ténu, et qui n'accroche que parce que la pierre a quelques aspérités. Au plus haut des pigments. C'est un lavis. Voilà. Voilà pour ce qui est de la retouche. Alors d'autres interventions esthétiques, problème de jonction entre les pièces en marbre et la dalle en calcaire. Voilà, un petit solin qui va permettre de rétablir la continuité, d'éviter que la crasse se mette dedans, la poussière se mette dedans, d'avoir quelque chose qui glisse pas trop bien. On a beaucoup travaillé aussi, je voudrais laisser un petit peu de temps aux questions, sur la présentation. Je vous disais, on a purgé tous les ciments, on a nettoyé, on a levé, on a décollé toutes les enluminures, on a laissé un vide sanitaire de quelques centimètres, selon entre 5 et 10 cm, selon les, un petit peu plus, entre 8 et 12 cm exactement, pour permettre une ventilation de l'arrière. On a révisé tout le système de fixation avec cette fois-ci des agrafes en acier inox. Alors là, elle est brute, mais on les a peintes après pour qu'elles s'intègrent un petit peu mieux, qu'ils aient moins cet aspect salle de bain. Des agrafes donc réversibles avec des vis qu'on peut retirer si jamais on doit faire des travaux sur les murs, qu'on puisse éventuellement sortir de façon simple et non destructive, qu'on puisse dégager les pierres tombales pour éviter qu'elles soient endommagées par d'éventuels travaux. Voilà. On les a mis sur, vous voyez, l'espace avec donc la grappe métallique et une butée à l'arrière pour qu'elles ne puissent pas reculer évidemment puisqu'elles ne sont plus appuyées contre nous. Vous voyez là, la purge, on a déposé les éléments, tout ce qui s'est accumulé derrière, tout ça est retiré. Un traitement structurel sur les œuvres qui étaient en plusieurs morceaux. Alors là aussi, elles étaient maçonnées avec éventuellement ça c'est Pierre Bousset, donc c'est derrière toujours la même, derrière les fonds baptismaux. Je dis, elle était coulée au ciment, dégagée au ciment, mais on avait la partie du bas qui du coup flottait. Alors une pièce en résine qui permet de rétablir un petit peu de continuité et d'éviter d'avoir un pincement, et puis une structure à l'arrière avec un chevillage et un vissage réversible, une structure en acier inoxydable. Une partie qui manquait, on a refait, alors là aussi avec des matériaux inertes, donc il s'agit des panneaux alvéolés, nid d'abeille, c'est un alvéole d'aluminium, avec une couche d'accroche en surface, et dessus, on a la couche d'accroche, et
dessus, un enduit chaud, à la chaux, un enduit c'est aussi acrylique, poudre de pierre et acrylique. Donc la granulométrie et la teinte est adaptée à l'existant. Même chose pour les époux de la salle, la photo précédente, on avait vu les agrafes et le purgel arrière. Voilà. Tout le volume central qui était maçonné au ciment a été refait selon la même technique que vous utilisez. Toujours les époux de la salle, 4 fragments, donc 2 en bas, cassés, puis 2 autres donc, qui étaient affranchis pour faire des éléments parlants. Eh bien, encore une fois, puisqu'on n'avait plus l'intermédiaire, on a choisi de se défaire de l'intermédiaire de la maçonnerie pour laisser les œuvres respirer et constituer des ensembles cohérents et manipulables en tant que tels aussi. Hein. Installation à l'arrière d'une structure porteuse, un peu comme une espèce d'étagère, si vous voulez, avec des consoles sur lesquelles on a posé les 2 éléments supérieurs en suspension. Voilà, le tout évidemment en acier inoxydable. Ça, c'est du traitement structurel, c'est aussi de la restauration. Vous voyez, on est plus seulement sur les problématiques de nettoyage, on est sur des choses assez larges. Pour terminer, on a réfléchi aussi au problème, on avait dit, la principale source d'encrassement, le contact avec les genoux, les chaussures. On s'est longuement interrogé, est-ce qu'il fallait mettre une vitre onéreux et pas très élégant. Problème d'entretien, est-ce qu'il fallait mettre une mise à distance, une petite barrière? Alors là aussi, on s'est dit, voilà, ça va se terminer, ça va être cassé tout de suite. On a, avec M. Morel, les services de la ville, imaginé cette petite estrade rentrante qui permet, alors qui fait à peu près 10 cm de hauteur, chanfreiné vers l'intérieur, donc on ne masque absolument pas la dalle, et qui constitue une véritable mise à distance, ça fait à peu près 30 cm. On ne peut pas installer une chaise devant, hein, la chaise est instable, la chaise on est obligatoirement à plus de 30 cm, donc même si on a le mouvement de genou, on ne touche pas l'œuvre. Voilà, c'est quelque chose qu'on a discuté, imaginé, que j'ai dessiné, qui ont été réalisés par des services de la ville, les services techniques de la ville, en chaîne, teinté, voilà, de façon quelque chose qui s'assortit au mobilier de l'église et qui s'intègre plutôt bien et qui respecte la visibilité. Voilà, je pense qu'on a vu, on a balayé au travers de. Alors, si c'est écrit Croiseau, c'est celle, j'espère, à venir peut-être, on verra. Ça c'est un parfait exemple. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est une œuvre extrêmement dégradée, voilà. Il y a un côté très très romantique, qu'il ne faut évidemment pas négliger. Malheureusement, il y a un certain nombre de bouchages au ciment, on a un problème structurel sur le socle. Tout ça, c'est des paramètres dont il faudra évidemment tenir compte pour définir les objectifs de la restauration. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être. Combien de temps en restauration? Pour les dalles funéraires, alors les dalles funéraires, on a commencé, je ne dis pas de bêtises, il y a eu 4 mois de traitement. Vous étiez combien? On était 4, mais pas. Alors, ça n'a pas été un traitement tous les jours, ça n'a pas été un traitement continu parce que pour pouvoir vivre de ce métier, on est obligé de chercher du travail un petit peu et souvent beaucoup de choses tombent en même temps, donc voilà, on ne peut pas se consacrer entièrement. Et pas en permanence à 4 non plus, parce que c'était pas forcément nécessaire. Mais le chantier s'est étalé sur 4 mois en hiver. Voilà, donc on a vu Noël à Bagneux, la neige aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Alors c'est un calendrier voilà, qui a été fait, c'est des procédures d'appel d'offres. Voilà, après il y a tout un déroulement administratif qui fait que il y a des choses
arrive quand c'est possible. Voilà, on ne choisit pas forcément le calendrier. Les 4 mois de chantier, c'est 4 mois de travail, ça inclut le temps de réflexion aussi pour déterminer ce qu'il y a à faire. Alors, tout à fait, il y avait une étude préalable faite sur les DAL qui avait fixé un certain nombre d'objectifs, qui avait fait une proposition de budget. Ça, c'était un travail qui avait été fait en amont. Après, la restauration, à proprement parler, c'est effectivement 4 mois, avec toutes les phases de discussion. Et notamment tout ce qui est ajustement du travail esthétique. C'est effectivement le travail de retouche que je vous ai un peu abordé, qu'on a discuté, je vous ai un peu montré, a fait l'objet, voilà, on y est allé pas à pas. On a fait une première proposition, il y a eu des essais qui ont été faits, une première proposition jugée un peu trop fade, pas assez soutenue dans la tonalité, donc ça n'en restituait pas suffisamment de visibilité. On a fait une deuxième proposition qui a été validée, on est passé en grand, et puis on est revenu après ponctuellement pour faire des réintégrations sur justement des bâtiments chauds pour essayer d'estomper un certain nombre d'otages, des choses comme ça. On avance vraiment petit à petit. Si vous voulez, on n'arrive pas avec une technique toute faite, on dit ah, tiens, on va faire ça, et puis voilà, puis on met en œuvre et puis on s'en va pas. Non, non, c'est vraiment... pas non plus avec une idée précise de ce que vous allez obtenir au bout du compte. Alors, on arrive quand même avec une idée relativement précise, ça c'est l'expérience. Ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier-là, donc je sais à peu près ce que je vais pouvoir tirer des œuvres. Pour tout dire, le nettoyage qu'on a fait par le microsablage est un nettoyage qui est allé assez loin, encore une fois sans altérer la matière. Au départ, j'avais imaginé plutôt un traitement par voie aqueuse, par nettoyage à l'eau, avec des compresses, des choses comme ça, qui permettent de pas retirer totalement l'empoussièrement, qui aurait conservé un petit peu de contraste. On aurait fait un demi-nettoyage, si vous voulez, quelque chose d'esthétiquement acceptable, mais qui ne nous aurait pas obligé à revenir en retouche. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé effectivement à commencer le chantier au début de l'hiver, avec des problèmes d'humidité. Et un nettoyage à queue sur ces pages en cours d'hiver, on aurait d'horribles problèmes de séchage, des problèmes, on a vu, il y avait sans doute des selles hygroscopiques piégées dans un certain nombre de dalles, donc qui auraient nécessité un séchage assez rapide. Et là, on aurait vraiment le risque de déstabiliser ces selles qui étaient, notamment pour le clair tensuré, probablement qui sont un danger latent, mais qui ne s'expriment plus. On a jugé qu'on prenait beaucoup trop de risques à faire ce type de nettoyage. Donc on a fait plutôt un nettoyage à sec, qui va un petit peu plus loin. On était obligé de corriger pareil. Donc là, si vous voulez, c'est quelque chose, on s'est adapté effectivement au temps, à la saison de traitement, avec, encore une fois, dans le panel des solutions qu'on a à disposition, là, on a choisi une plutôt qu'une autre, en restant toujours dans le cadre déontologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, l'espace, comment vous jugez les intervenants, comment vous jugez que ça peut être restauré ou pas, mais en l'espace de combien de temps? Je ne sais pas comment vous dire ça. Par exemple, vous avez restauration. Oui. Mais les années après, alors, je ne sais pas comment... Tout à fait, la pérennité des traitements de restauration. J'ai bon espoir qu'on ne revienne pas de sitôt sur les dates funéraires, parce qu'on a vraiment travaillé aussi sur cette notion que je définissais au tout début de conservation préventive. Mettre à l'abri les œuvres, améliorer les conditions de conservation pour que justement les dégradations ne se manifestent plus. Problème d'empoussièrement lié aux chaises, avec la mise en place des petites estrades.
problèmes liés à la circulation d'humidité dedans, par la purge des maçonneries arrière et par l'isolation du sol. On a mis, quelque chose que je n'ai pas évoqué, les photos n'étaient pas très bonnes, on a mis au sol des semelles dans un plastique inerte et stable. Polyéthylène, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment dans les travaux publics, notamment pour protéger les canalisations enterrées. Donc, des choses qui sont assez intéressantes dans les matériaux. Voilà. Donc, on a vraiment travaillé sur cette notion de conservation préventive, essayer de supprimer, d'améliorer les conditions de conservation. Donc, je pense que ces œuvres ne devraient plus se dégrader. Alors, elles vont évidemment poussiérer doucement, mais je pense qu'on est tranquille. Je ne pense pas refaire une restauration sur les dalles de l'église Saint-Hermeland de toute ma carrière. Il n'en va pas de même pour la sculpture d'extérieur. Je parlais des sculptures métalliques. Alors, ferro, bon, c'est un acier inoxydable, donc à part peut-être effectivement la réapparition de points de corrosion, si, parce que le traitement de protection n'a pas été fait complètement dans les règles de l'art, compte tenu des très mauvaises conditions climatiques. La restauration d'un bronze, par exemple, quand les traitements de protection et notamment de cirage sont bien mis en œuvre, on a des traitements qui vont durer une petite dizaine d'années. Sur une pierre, on est beaucoup plus court. Une pierre, c'est poreux. Ça a tendance à reprendre des micro-organismes, des algues, des mousses, des lichens, des choses comme ça. On va avoir une durée de vie des traitements autour de 3-4 ans. Alors après, il y a des possibilités d'entretien. On peut appliquer un nouveau traitement biocide, faire un petit brossage, des choses comme ça, qui font que l'œuvre ne va pas se dégrader aussi vite. Mais voilà, les restaurations de patrimoine extérieur, de sculpture extérieure, ne va guère au-delà des 10 ans si on n'a pas d'entretien très régulier. Vous avez une question ? Sur les sculptures extérieures, on peut les remplacer par des copies et mettre à l'abri. Alors tout à fait, c'est ce qui est fait notamment à Sceaux, au parc de Sceaux, au parc de Versailles. Ce sont des choses qui sont très, très fréquemment mises en œuvre. Alors évidemment, c'est un coût. Hein. Le moulage, le tirage, une bonne copie, c'est des coûts importants. Mais effectivement, on règle le problème de façon radicale. Et à combien un moulage et un tirage résine, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, la complexité du modelé. Je ne sais pas, on mettrait une œuvre contemporaine, je ne sais pas, de Bourdelle ou de Zadkine par exemple, avec des volumes qui sont finalement très simples. Le moulage est assez peu complexe. Vous prenez une œuvre baroque, imaginez, ça. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner certaines choses, ça va dépendre de la dimension de l'œuvre, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, c'est assez délicat de donner un ordre de grandeur. Ça sera plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça c'est sûr. Donc évidemment, une restauration, une campagne de moulage par rapport à une campagne de restauration est beaucoup plus onéreuse. Mais c'est la solution radicale au problème. On a un exemple ici avec le Miomont, il y en a un en haut. Alors l'autre chose que je voulais dire, est-ce que l'intervention n'a pas été tardive? C'est-à-dire que là, l'intervention de restauration pour éviter les dégradations, est-ce qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu beaucoup plus tôt? Parce qu'on a des photos de ces dalles assez anciennes qui montrent qu'elles étaient dans un bien meilleur état. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas eu une irresponsabilité à leur égard? Alors, irresponsabilité, je crois que c'est beaucoup dire. Le souci qu'on a du patrimoine aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. On a plus à cœur de la préservation et de la transmission du patrimoine, très nettement. Non, je ne crois pas. Moi, je serais assez pour qu'on restaure tout. Maintenant, tout de suite, voilà, mais malheureusement, on est aussi, il y a évidemment des contraintes
budgétaire aussi. Le budget de restauration, la restauration, c'est quelque chose qui, malgré tout, coûte cher, même si ça coûte moins cher que l'usage. Voilà. Bon, c'est vrai que après, il y a peut-être cette notion d'entretien du patrimoine qui pourrait être intéressant de développer pour faire prolonger la vie des restaurations. Alors, certains musées les pratiquent. J'en parle avec le musée Rodin depuis 6 ans maintenant. On fait quelques restaurations fondamentales et beaucoup d'entretien. Même chose pour le musée Bourget de Paris. Certains musées mettent en place ce type de programme qui vise à, finalement, pour un moindre coût, à prolonger les traitements de restauration. Par exemple, pour les visages, vous avez des visages qui sont en marbre. On pourrait les restaurer. Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de documentation là-dessus. Donc ils sont complètement... voilà, on ne refait pas du neuf. Ça aurait été documenté, on aurait des dessins, des photos, des choses comme ça. On aurait pu se poser la question. Voilà. Alors après, là aussi, c'est un parti pris. Ça veut dire qu'on remplace le matériau original par un autre matériau. Comment, dans quelle mesure, dans quelles conditions. Mais on ne l'aurait fait que si, de toute façon, le préalable à ça aurait été le fait que l'œuvre soit parfaitement documentée. Voilà. J'ai été amenée à intervenir il y a quelques années sur la façade de l'ossuaire du Père-Lachaise à Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce grand monument qui est dans le prolongement de la rue de la Roquette, par l'entrée principale. Monument de Bartholomé, et on a un couple qui rentre dans l'ossuaire. On a une grande porte noire, c'est la nef, et un couple qui rentre dans la montagne, dans la colline du Père-Lachaise, et la femme tient son mari par l'épaule. Le bras a été cassé. C'est quelque chose qui était extrêmement bien documenté. On a refait un bras et on a fait une greffe, on a remis un bras en place, dans le même type de matériaux. Mais c'était parfaitement documenté, des dessins, des images, des photos, tout pour faire. Juste pour les couleurs, parce que les couleurs, pour retrouver la couleur. Alors oui, en peinture, c'est la même chose. En réintégration, en retouche, on va réintégrer des choses qui ne posent absolument aucun souci, des volumes simples, des continuités dans les plis, des choses comme ça. Dès qu'on est sur des choses qui sont peut-être moins documentées et un peu sujettes à interprétation, il y a un certain nombre de techniques de ton neutre qui va permettre justement à l'œil de ne pas accrocher à cet endroit, mais sans intervenir. Je parlais tout à l'heure de la lisibilité des traitements. Voilà, ça c'est vraiment, on est typiquement dans ce cas-là. L'intervention du restaurateur va se voir si on colle le nez dessus, mais on essaye que le spectateur qui regarde le tableau ne soit pas arrêté par telle ou telle technique. Voilà. Vous dites que vous êtes restaurateur de pierre et de métal. Oui. Maintenant, le contemporain, c'est très mélangé. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Oui, tout à fait. Et on a effectivement une multiplicité des matériaux. Il se trouve que voilà, j'ai aussi un certain nombre d'autres corps à mon arc, notamment d'œuvres lumineuses, cinétiques, par exemple, avec des moteurs, des lumières, des choses comme ça. Quand je ne sais pas, soit je dis je ne sais pas et j'oriente vers un ou une collègue qui saura faire. Si il s'agit d'une partie que je ne sais pas traiter, on est amené à s'associer avec des gens qui ont le savoir et la connaissance, la possibilité de faire aussi. On travaille souvent en association pour, voilà, surtout sur ces matériaux, sur ces œuvres composites. Donc on n'est pas du tout, voilà, je suis à mon compte, je suis seule, mais je fais rarement des chantiers seul. Je suis en général en association avec d'autres restaurateurs, d'autres restauratrices qui peuvent avoir voilà, leurs connaissances spécifiques. On se complète. D'autres questions peut-être? Alors on vous remercie, Monsieur Imbert.